Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau dont on va vous réveiller, qui aura de forts accents russes aujourd'hui. Vous le savez, on parle souvent de la Russie dans cette émission avec Nadia Metlov. Et aujourd'hui, c'est sa mère, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes venue nous présenter une artiste qui a donné représentation le 6 mai dernier, ici à Nice, et qui expose jusqu'au 13 au Musée Havre une série d'œuvres dont on va parler avec elle. Cette artiste s'appelle Elana et elle est avec nous. Elana, bonjour. Bonjour. Alors, il va falloir expliquer plusieurs choses. Vous êtes parfaitement, vous êtes francophone, vous parlez, vous comprenez, mais comme vous craignez de me faire répéter, de parler un peu lentement, Hélène va nous aider à traduire quand il y aura besoin. Et puis, tout ira très bien comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes à la fois poète, auteur, compositeur et forcément donc interprète. Alors, la particularité, c'est que vous composez à la fois en français et en russe, donc vous êtes tout à fait polyglotte, en tout cas au niveau de l'expression scénique. Alors Hélène, peut-être avant de servir d'interprète de luxe, vous pouvez nous dire un mot d'Elana qui a plusieurs cordes à son arc, comme je l'ai dit. Tout à fait. Alors il y a 2 ans, grâce au consulat général de Russie qui se trouve à Marseille, j'ai rencontré Elana et ça a été le coup de foudre. Coup de foudre qui s'est confirmé depuis donc 2 ans. Ça fait déjà la 3e fois qu'elle vient ici à Nice. Et si nous la connaissions bien comme auteur, compositeur, interprète, fort intéressante d'ailleurs, avec une bonne influence de la bonne chanson française, je tiens à le souligner. Nous avons découvert donc le 6 mai ces tableaux qui sont aussi fort intéressants, fort, je dirais, réconfortants. Voilà, donc c'est un plaisir de les voir. Alors avant de m'adresser à vous, Elana, puis vous êtes venue avec un DVD où on peut vous voir en live. C'est toujours le mieux pour présenter quand même une artiste. Donc on va piquer à l'intérieur quelques extraits et on se retrouve juste après. Почти про душу и любовь забыли моей улыбке, одиноко в пустоте. Voilà, donc comme ça, vous avez une idée de l'identité vocale, musicale de mon invité, à qui je vais maintenant pouvoir poser enfin certaines des questions que j'ai préparées dans mon petit cerveau. Alors, c'est pas la première fois que vous venez à Nice. Vous savez que Nice a une très longue histoire avec la Russie et les Russes. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de la ville, des gens ici et de la réception qu'ils donnent à votre musique et à votre travail pictural. Удивительно, но в Ницце я чувствую себя дома. À Nice, je me sens chez moi. Это ощущение пространства, это лица людей, это главное, глаза зрителей и слушателей, которые почему-то понимают меня сразу, с полуслова, с полувзгляда. Это феномен, именно французский феномен и именно южный. Мы находим общий язык просто tout de suite. J'ai compris le dernier mot. Le dernier mot. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce sentiment de l'espace que j'ai quand je suis ici, les regards des gens, les sourires, la façon dont on est accueilli, dont on me comprend dès que je chante, que ce soit en russe ou en français, on me comprend. Le premier regard à mes tableaux, on sent cette compréhension. C'est pour ça que je me sens
tout de suite chez moi. Alors, les maîtres de l'art que sont Matisse, Picasso, entre autres, ou même Fernand Léger dans une moindre mesure, parce que pour lui, la lumière n'avait pas une importance aussi primordiale que pour les deux premiers cités, parlent de cette lumière inspiratrice ici sur la Côte d'Azur. Alors vous, qui effectuez des tableaux, mais aussi des œuvres musicales, est-ce que cette lumière vous inspire ici ? Est-ce que c'est une lumière qui est différente de par ailleurs le monde? Да, этот свет, безусловно, меня вдохновляет. Единственное, я еще не рисовала на французскую тему. У меня все впереди. Но творчество таких великих художников меня, безусловно, вдохновляет. И я безумно люблю французскую живопись. И поскольку я рисую тоже в стиле модерн, некие цветовые пятна, которые образуют в конечном итоге конечную готовность, гармонию, сюжетность. Мне очень близко это ощущение цвета, это ощущение красок на полотне. И, наверное, в прошлой жизни я была француженкой. Oui, certes, la lumière est quelque chose d'extraordinaire ici et effectivement, même si jusqu'à présent je n'ai pas peint des sujets français, inspirés par la France et par le sud de la France, tout cela viendra certainement parce que cette lumière est effectivement unique. Et de plus, je suis très proche de ces grands peintres que vous avez cités donc je suis certaine que dans une vie antérieure, j'ai été française. Ah bah écoutez, je vous le souhaite, hein, parce qu'effectivement, c'est un beau pays. Alors, à proprement parler donc de votre travail, si on devait définir vos inspirations et votre style, comment vous le définiriez, vous? Et puis après, je poserai la question à Hélène, parce que c'est bien d'avoir aussi un avis extérieur. Вопрос о стиле – самый мой нелюбимый вопрос. Я его очень не люблю, потому что, если по большому счету задуматься, у меня его просто нет. Есть некое восприятие мира и некое выражение его в тех или иных формах. С утра у меня может быть хорошее настроение, я напишу романс. К обеду оно может слегка видоизмениться, и я напишу что-то в стиле джаз. К вечеру совсем все будет жестко, и я буду играть, петь и писать в стиле рок. Я думаю, это не так важно для музыканта стиль. Это мое мнение. Есть человек, который сам пишет стихи и музыку. Есть человек, который умеет это сам выражать. И есть музыканты, которые сыграют все. Поэтому это некая харизма, это некий диалог. Это все, что угодно. Это песня, это шансон. Но никоим образом, наверное, не узкие рамки стиля. La question du style est celle que je n'aime pas par-dessus tout. Et si on le réfléchit un petit peu, c'est simplement parce que je pense que je n'ai pas de style. Ce qu'il y a, c'est des impressions, ce que le monde me dit, comment je l'exprime. Si je me réveille le matin de bonne humeur, je peux écrire une romance. À midi, je change d'humeur, je crée dans le style jazz. Et le soir, si ça va vraiment pas du tout, je pourrais écrire quelque chose de tout à fait dur et qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait avant. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a avant tout un dialogue, un charisme. C'est ça l'important pour celui qui écrit. Parce qu'il y a celui qui écrit, et puis il y a le musicien qui peut tout interpréter, et le chanteur aussi. Autant dans la poésie, la musique, que dans la peinture, cette définition de vos influences est valable. C'est-à-dire que dans la peinture, vous variez aussi dans les impressions. А с живописью вообще очень интересная история. Я достаточно мало этим занимаюсь, всего 3 года. И я ничего не знаю про законы жанра. Я знаю только то, что мне нравится в живописи, то, что не нравится. И я владею несколькими техниками, которые мне дала моя учительница и подруга, известный художник. Поэтому это как раз отсутствие знания о правильности, о формах, о технике
о стиле, но как раз конкретное самовыражение в цвете и в неких пятнах. То есть, наверное, самим шоза и песни, и живопись где-то идут в одном русле. Это я. Это я в цвете, в красках, в музыке, словах. Это то, что я хотела бы рассказать. J'acquiesce parce que j'ai évidemment rien compris. Alors allez-y, dites-moi. Alors, sans doute que pour la peinture, c'était une question très intéressante parce que, en fait, ça fait très peu de temps que j'ai découvert la peinture. Ça fait 3 ans seulement que je peins. Et donc, je n'ai aucune connaissance des styles, c'est rien d'abstrait. Oui, je connais quelques techniques que m'a appris mon professeur de peinture, qui est une artiste célèbre en Russie. Et en fait, comme c'est pour moi, une manière d'exprimer ce que je ressens, c'est moi dans la peinture, dans des taches de couleurs, dans des rapports entre ces couleurs, et moi dans la peinture, moi dans la poésie, moi dans ce que je voudrais faire passer, le message que je voudrais donc adresser aux autres. Alors on peut vous voir exposer donc au musée Havre actuellement à Nice, forcément place Garibaldi. Alors on n'en a pas fini, mais il faut couper cette émission en 2 et la mi-temps signifie chez nous petit reportage consacré à un permis assez particulier, le permis poids lourd. Pour conduire des poids lourds, c'est un tout autre univers, mais tout aussi important dans la société. Et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Lorsqu'un candidat présente une FIMO, il va devoir bien entendu suivre une dizaine d'heures de conduite en situation de circulation. Sylvie suit en ce moment même une formation équivalente à cette même FIMO, un apprentissage de 2 mois et demi qui lui permettra d'obtenir son titre professionnel de conducteur routier, option voyageur. J'ai pas d'idée arrêtée, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire de l'interurbain. Ça serait quand même... Mais bon, après, je ferai ce qu'on me proposera. Mais avant de pouvoir travailler, la route est encore longue. La formation que suit Sylvie lui permet de cumuler l'obtention simple de son permis avec celle de son titre professionnel, le tout en un laps de temps plutôt court. Aujourd'hui, Sylvie entame sa 3e heure de conduite en circulation. Allez, on lance le véhicule. C'est limité à combien là? Soit 60, c'est bon. On n'est pas là pour embêter les gens derrière. Sous la vigilance de Patrick, son formateur, Sylvie s'en sort plutôt bien. Patrick est équipé d'un pédalier similaire à celui de son apprenti pour pouvoir parer à tout risque éventuel. Un dispositif identique à celui d'une auto-école classique. Oui, il faut être très calme, très pédagogue, oui. C'est un peu ce qu'on nous demande, notre formation, quoi. Et puis savoir aussi, des fois les laisser partir, freiner au dernier moment, quoi, pour leur montrer qu'ils ont tort aussi. Sylvie effectue un bon parcours avec une conduite souple, mais avec quelques difficultés tout de même. Fais attention, on voit bien le porte-à-faux à l'avant, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, et tu redresses. Le porte-à-faux, c'est la différence, c'est la distance entre le milieu de l'essieu et l'avant du véhicule, donc c'est le porte-à-faux avant, et le milieu de l'essieu arrière, à l'arrière du véhicule, c'est le porte-à-faux arrière. Le porte-à-faux est la difficulté principale sur un poids lourd, aussi bien que sur un bus. Il matérialise toute la difficulté due au gabarit de ces engins. Nous avons un porte-à-faux arrière de 3,45 m et un porte-à-faux avant de 2,60 m. Donc il faut jouer avec. Et évidemment, les virages sont tout de suite plus compliqués. Patrick communique avec son élève qui a besoin de beaucoup de pédagogie pour appréhender les obstacles de la circulation. Quand c'est comme ça, il faut que tu vas prendre plus large. On est dans une voie à sens unique, donc tu vas prendre plus large. D'accord. Alors maintenant, tu vas avancer tranquillement. Moi, je suis encore stressée. C'est vrai que au bout de 3 heures, moi, j'estime qu'on n'a pas assez d'expérience. Et c'est vrai que tous les aléas de la route, c'est vrai que j'ai du mal encore à anticiper les dangers qu'on peut rencontrer. En fin de parcours, Patrick termine systématiquement par un petit bilan de la prestation effectuée. Très bien. Donc fais très attention que tu as... Oublie ça pour l'instant. Oublie-le, parce que tu ne peux pas tout faire à la fois. Pour l'instant, c'est tenir ton véhicule dans la direction, hein, et bien regarder tes rétroviseurs. On rapporte un peu les défauts, mais aussi les qualités, parce qu'elle avait quelques qualités. C'est bien
d'avoir bien le gabarit et tout du véhicule. On travaille beaucoup le gabarit avant de les prendre en conduite, on les fait sur le plateau, avant tout. Mais bon, là, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien le compas, enfin, le quart dans l'œil. Et puis c'est aussi bien entendu l'occasion de signaler ce qui n'allait pas dans la conduite de Sylvie. Pourquoi ça n'a pas été? Parce que tu fais 3 choses à la fois. Donc si tu prépares à l'avance, tu peux. Je me sers du frein. Pour l'instant, on t'occupe que du frein. Il est accouplé de toute façon le ralentisseur. Donc tu as peine. Sur le parcours, j'ai eu du mal des fois à rétrograder quand on rencontrait au rond-point, d'être à la vitesse adéquate au moment où j'abordais le rond-point, on va dire. Elle a voulu gérer beaucoup de choses à la fois et pas juste le fait de contrôler d'abord son gabarit, son véhicule, avoir la notion d'avoir son véhicule en main. Une séance qui s'est bien déroulée, d'autant que Sylvie a évité tous les écueils récurrents propres aux premières heures de conduite. La notion qu'ils ont du code de la route, déjà au départ, ils font beaucoup de fautes au code de la route. Donc ils conduisent tous des voitures et en fin de compte, ils se croient des gens à avoir déjà le permis, savoir, mais non, ils ne savent pas. On en apprend, comme on dit, on en apprend à tout âge. Les nouvelles limitations qui ne sont pas tout à fait respectées, il y a beaucoup de choses. Bon, je pense qu'ils n'ont pas encore la notion aussi de se rendre compte des accidents qu'ils puissent avoir. Ça arrive qu'aux autres, comme on dit, mais je pense qu'il faut vraiment insister sur ce truc-là. Une prise de conscience essentielle qui fait de la sécurité un des enseignements majeurs sur les formations poids lourds. Voilà, retour sur le plateau dont on va vous réveiller. Nous repartons donc dans l'univers d'Elana. Alors, Hélène, on a discuté un petit peu avec Elana quand même en première partie. Vous qui la connaissez bien, qui êtes aussi la représentante de cette culture russe ici, enfin l'une des représentantes puisque il y en a beaucoup. J'aimerais que vous nous donniez votre avis sur les performances d'Elana. Alors, en ce qui concerne, je vais commencer par la musique, puisque j'ai connu la musique avant de connaître la peinture. La musique et la poésie, parce que je dois dire que j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'elle fait en poésie. Mais ça, c'est du russe, donc accessible moins que le reste pour le public, pour le public ici francophone. Voilà, bon, francophone en général. Oui, francophone. Ouais. Donc, j'ai adoré ces chansons. Adoré parce que c'est un style que moi j'aime, justement. Enfin, un style ou une absence de style, comme elle dit, que j'aime. Parce que, bon, d'abord, c'est très musical. Et en même temps, elle peut être à la fois très lyrique, très rythmée. Elle a une manière de le transmettre aussi, surtout, qui est importante. Qui, d'ailleurs, passe très bien sur le disque aussi. Surtout quand on a vu un de ses spectacles. Parce que l'entendre, on la revoit. Donc, je crois que ce n'est pas un compliment si j'ai dit qu'elle est belle et que ça ne gâche rien. Ça, je ne fais pas dire. Voilà. Donc, et quand elle joue, parce que elle a de grandes qualités d'actrice, quand elle joue ses chansons, en même temps qu'elle s'accompagne, parce que moi, je ne l'ai vue avec l'orchestre que sur les DVD. C'est quand même difficile de déplacer tout un orchestre. Ouais. Et comme elle joue parfaitement de la guitare et qu'elle se suffit à elle-même, donc moi je ne l'ai vue que comme ça. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça passe. Alors, il y a évidemment des recueils qui existent de vos poésies et de vos vers. Et puis il y a 4 CD. Un jour, tu reviendras. Invitation pour un convive quand je parle à voix haute. Alors, je vais un peu déroger à la règle qu'on a instaurée quand même en début d'émission, juste sur cette question. Vous allez essayer de me répondre en français. Vous allez voir, c'est très facile. Quel est votre rapport à la langue française? Pourquoi vous aimez chanter en français? Et en quoi est-ce que c'est différent de votre langue maternelle? Allez, on essaye. Sur une réponse. J'ai compris. Французский я любила с детства, училась во французской школе. И прошло достаточно много времени, и, наверное, я почти его забыла, потому что не было необходимости на нем разговаривать. Когда я начала петь, писать и делать все, что я делаю сегодня, естественно, неоднократно возникал вопрос о жанре и о стиле. И, как мне казалось, это вот у нас в России, это вопрос жанра, стиля.
боже мой, в каком же стиле я пою? Что же это такое? Что же действительно? Но все журналисты задают этот вопрос. Ну, не знаю, в каком же стиле я пою. И мне почему-то казалось, что все, что я делаю, очень близко к французскому шансону. И была такая безумная мечта перевести мои песни на французский язык. Но было некому. Мало быть переводчиком, надо же быть поэтом. Мало того, надо, чтобы этот поэт знал как минимум 2 языка. И вот такой случай таки случился. Появился Жан-Мари Пьери, французский поэт, который жил и работал в городе Саратове, откуда я родом, который сам захотел, сам вызвался после одного из моих концертов перевести мои песни. И в связи с тем, что заработала вот эта французская программа, в связи с тем, что я начала петь по-французски, мне пришлось опять заниматься французским. И я этим занимаюсь по сей день. И я, наверное, по новой влюбилась в этот язык. J'ai pas réussi à faire parler français. Hein. Non, mais je pense que ça aurait été difficile quand même de dire tout ça Oui, c'est en vrai. français. En même temps, la réponse est plus complète en russe. Voilà, tout à fait. Voilà, le sens essentiel. Donc l'essentiel, c'est que effectivement, dès mon enfance, je continue à traduire en direct, c'est mieux. Dans mon enfance, j'ai aimé le français tout de suite et je l'ai appris à l'école. Et puis, comme il n'y avait pas de nécessité pour moi de parler français, je l'ai oublié. Et puis quand j'ai commencé à écrire mes poèmes, à écrire mes chansons, à chanter, tous les journalistes me demandaient tout le temps, mais quel est le style de vos chansons? Dans quel genre vous écrivez? Et donc, j'ai fini par moi-même me poser la question, quel est ce genre, quel est ce style? Et il m'a semblé que mon genre était vraiment très proche de celui de la chanson française. Et quelque part, j'avais un rêve, le rêve de pouvoir chanter en français, que tous mes poèmes soient traduits, mais pour traduire des chansons, il faut être soi-même poète et il faut connaître parfaitement les 2 langues. Et il y a beaucoup de traducteurs, mais ils réunissent très rarement toutes ces qualités. Et puis voilà, il s'est trouvé dans ma ville de Saratov un poète français, Jean-Marie Piery, qui lui-même a voulu traduire ce que je faisais. J'ai commencé à chanter en français, le programme a très bien marché. Et du coup, j'ai senti qu'il fallait que je me remette au français. Donc, et moi, j'ajouterais alors de ma part à moi que c'est extraordinaire, en 2 ans. De tout retrouver comme ça, enfin de retrouver, de réapprendre parce que oui, c'est pas une langue facile. Non. Alors, avant de terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la Maison de la Russie aussi, qui est forcément derrière tout ça? Alors, on en parle un peu avec Nadia, mais elle n'est pas vraiment Maison de la Russie. Vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors. Tout au long de l'année, vous avez comme rôle de promouvoir la culture russe ici, avec tout l'héritage qu'on connaît, qu'on ne présente plus. Bien sûr. Alors la Maison de la Russie en propre, c'est donné pour but, comme Perspective Internationale d'ailleurs, qui est un des membres fondateurs de la Maison de la Russie à Nice, de faire connaître le plus largement possible la culture russe, parce que pour nous, en même temps que nous faisons apprendre la langue russe à tous ceux qui le désirent, et la langue française pour les russophones, bien sûr, il n'y a pas connaissance réelle de la langue sans la culture et vice-versa. Donc nous avons choisi de faire un maximum de manifestations, de faire connaître les choses intéressantes, que ce soit les choses anciennes, historiques, la musique classique, la musique, disons, de variété, la chanson, l'art. La peinture russe est très très mal connue chez nous. Donc voilà, beaucoup de choses, des conférences, des colloques, ça c'est la Maison de la Russie. Et depuis quand même maintenant 3 ans, un groupe de travail qui a beaucoup de mal à se constituer sur l'étude du patrimoine russe dans notre région. Voilà, donc écoutez, ça c'est donc les missions de la Maison de la Russie, en tout cas ici à Nice. Merci à toutes les 2 d'être... Oui, parce qu'on a quand même oublié un détail important, c'est que Elana, certes, est russe, mais elle est aussi citoyenne d'honneur de la République de Montmartre. Ah, La première femme russe. elle a parlé français. Oui. Voilà, ça y est. Non, mais c'est vrai que c'est un détail dont j'avais oublié de parler, que j'ignorais même de toute façon. Écoutez, c'est une belle récompense ça. Oui.
Vous en êtes fiers? J'imagine. Alors www.elana.ru, donc c'est l'adresse, on va vous l'inscrire en bas. Et puis la Maison de la Russie, c'est maisondelarussie.fr, je crois. Tout à c'est fait. ça. Et surtout pas de W. Et pas de W, voilà. Donc hop, l'adresse s'inscrit en bas de votre écran. Merci à toutes les deux. Vous allez laisser la place à une autre demoiselle qui s'appelle Laura Saint et qui, je crois, ne parle pas russe. On va lui demander, mais à mon avis, elle parle pas russe. Merci beaucoup. Merci. Vous parlez pas russe? Non. Et alors, j'ai appris que vous avez fait 7 ans de russe. 7 ans de donc russe, c'est collège, incroyable. lycée, et je sais dire zdravstvuyte qui veut dire bonjour. Bonjour, voilà. Donc vous auriez pu traduire les propos d'Elana? Non. Bon, bah écoutez, ça aurait été compliqué. Ça tombe bien qu'on ne vous ait pas convié à faire cela. Alors. Voilà. Alors bonjour. Bonjour Nicolas, comment ça va? Ça va et vous? Ça va. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, de quelque chose de très utile, puisque la Côte d'Azur, comme vous le savez, passe au tout numérique le 24 mai prochain. Alors, c'est important d'en parler. Qu'est-ce que cela signifie, Nicolas? Eh bien, dans la nuit du 23 au 24 mai, tous les émetteurs de la Côte d'Azur vont s'éteindre et seuls les émetteurs numériques vont reprendre le 24 mai au matin. Alors, bien entendu, est-ce que vous savez si vous captez le numérique chez vous? Je sais pas. Voilà, alors pour le savoir, il suffit donc, si vous êtes équipé d'une antenne râteau collective ou individuelle, c'est que vous allez capter du numérique. Et puis si vous recevez la télévision par le câble ADSL ou le satellite, eh bien vous ne recevrez pas de numérique. Alors quelles sont les solutions pour s'équiper? Bien entendu, il faut investir, Nicolas. Comme d'habitude. Acheter une antenne râteau ou intérieur, une parabole ou alors demander un abonnement spécial avec une box ADSL, un câble ou une fibre optique. C'est pas très compliqué, mais il faut le savoir quand même avant le 24 mai, c'est dans moins de 2 semaines. Petit rappel, en analogique, vous avez seulement 5 chaînes gratuites. En numérique, vous en aurez 19. Et non des moindres. Et non des moindres. Attention, Nice Azur Télé fait partie de ces chaînes, je crois bien. Afin de continuer de recevoir la télévision, l'État a mis en place des aides, Nicolas. Il faut le savoir, si vous souhaitez recevoir des aides financières. Alors, il y a l'aide à l'équipement. Donc, tout ce qui est adaptateur TNT, vous aurez 25 € d'aide. C'est pas grand-chose, mais quand même. Et puis, pour une aide à l'antenne, 120 € disponibles. Pour des informations supplémentaires de solutions, le site internet www.tousaunumérique.fr ou alors par téléphone au 0 970 818 818. N'oubliez pas que les départements des Alpes-Maritimes ainsi qu'une partie du Var vont passer au numérique le 24 mai et que l'autre partie du Var va passer au numérique le 5 juillet prochain. Encore un peu de temps pour cette partie du Var. Peut-être que vous en faites partie, Nicolas. C'est possible que vous n'êtes pas renseigné sur la question. Non. Mais c'est bientôt, donc dépêchez-vous. Oui, faut que je me renseigne. Et puis la ville de Nice organise également très prochainement, ce jeudi et vendredi 12 et 13 mai, une campagne d'information. Donc bien entendu, tous au numérique. Ça se passe à la place Masséna, côté Albert Ier, le jardin Albert Ier. Voilà, vous voici renseigné donc sur l'arrivée du numérique dont on nous parle depuis tellement longtemps. Oui, mais c'est pour bientôt, donc il faut rappeler des informations indispensables. Il faut s'y préparer et comme ça vous aurez du lit et c'est vraiment magnifique. Merci Laura. Merci à vous. À demain, cinéma. On est vendredi demain. Cinéma, on est vendredi, c'est cinéma. Cinéma, très bien. Allez, salut.